En tant que scientifique, je n'ai jamais cru aux théories du complot. Je crois qu'Al-Qaïda est responsable des attentats du 11 septembre. Je crois qu'on a marché sur la Lune. Et je crois qu'Oswald a abattu Kennedy. Pour croire que votre gouvernement a étouffé ces événements, il faut des preuves. Une théorie du complot, comme toute théorie, doit être prouvée. Donc la première question que je me poserais serait, où sont les preuves ? En 1997, des scientifiques de la NOAA ont enregistré un son dans l'océan Pacifique. Il serait de nature organique mais n'a jamais été identifié. Il porte le nom de Bloop. Au début des années 2000, il a été prouvé que les sonars de la marine américaine avaient causé des échouages de baleines. Pendant des années, la marine américaine a nié sa responsabilité. Ce sont des faits. Et plusieurs témoignages ont rapporté que quelque chose d'autre s'était échoué avec les baleines. En 2004, deux garçons sont arrivés les premiers sur les lieux d'un échouage massif dans l'État de Washington. Leur portable a filmé la scène. Ils affirment avoir vu quelque chose ce jour-là. Ils affirment avoir vu un corps. Et leur déclaration faisait état de ce corps. Le rapport officiel a ensuite été modifié et la marine a saisi les restes de ce qu'ils avaient trouvé. Je le sais parce que je faisais partie de l'équipe qui a enquêté sur cet échouage et sur les agissements de la marine américaine ce jour-là. Et je crois savoir ce qu'ils ont pris. Plage de Mock Lips, dans l'État de Washington, le 4 avril 2004. Le plus grand échouage de baleines de l'histoire des États-Unis vient de se produire. Une équipe de chercheurs de Seattle appartenant à la NOAA, l'Administration nationale océanique et atmosphérique, est dépêchée sur place pour étudier les causes de l'échouage. C'est le docteur McCormick, biologiste marin très respecté, qui dirige l'équipe. En 2000, il avait publié une étude phare qui établissait un lien entre les échouages en masse de baleines et les expérimentations d'armes soniques de la marine. La même année, le programme était suspendu. Le docteur McCormick et son équipe soupçonnent donc la marine d'avoir une nouvelle fois utilisé son sonar. Aujourd'hui, deux membres de cette équipe acceptent pour la première fois de parler devant les caméras de ce que la marine américaine a, selon eux, découvert et gardé secret. Je me rappelle avoir regardé par-delà les dunes et c'était d'une ampleur colossale. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je m'appelle Paul Robertson. À l'époque, je travaillais depuis plusieurs années avec le docteur McCormick en tant qu'assistant-chercheur à la NOAA. Quand on est arrivé, le vent soufflait si fort que tout le monde avait quitté la plage. Et l'orage menaçait, donc il ne restait plus que nous et la marine américaine. Ils avaient bouclé un périmètre sur la plage et certains portaient des combinaisons de protection. C'était peut-être des biologistes ou du personnel médical, on ne savait pas trop. Mais ça nous a intrigués. Brian a été l'un des premiers scientifiques à établir un lien entre les échouages massifs et l'utilisation de sonars par la marine américaine. C'était le plus expérimenté d'entre nous sur ces sujets. Et pourtant, il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Je m'appelle Rebecca Davis. J'étais biologiste de terrain à la NOAA. J'ai travaillé dans la division mammifères marins avant d'intégrer le laboratoire du docteur McCormick en 1999. On voyait que les baleines avaient saigné des oreilles. On n'avait encore jamais vu ça.
Toutes les baleines, sans exception, saignaient des oreilles. Cela indiquait qu'elles avaient toutes subi un important traumatisme interne. On a prélevé de multiples échantillons d'organes afin de les étudier au microscope et de déterminer la cause de la mort. On a plié bagages aussi vite qu'on a pu, mais Brian refusait de partir. Il voulait récupérer un maximum de prélèvements parce qu'il voulait savoir ce que fabriquait la marine américaine. Après le départ de la marine américaine, on s'est rendu là où ils avaient travaillé et aucun des animaux n'avait été incisé. Ils n'avaient pas été autopsiés. On n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient bien pu faire. Lors de précédents échouages impliquant la marine américaine, l'équipe de la NOAA avait trouvé des baleines mortes par asphyxie. L'hypothèse retenue avait été que le puissant son du sonar avait effrayé les baleines qui s'étaient alors échouées dans les bas-fonds. Sans eau pour supporter leur gigantesque masse, leurs organes internes avaient cessé de fonctionner, les asphyxiant peu à peu. L'équipe de la NOAA s'attendait par conséquent à trouver des signes de défaillance des organes internes au cours de l'autopsie. Mais ils ont trouvé tout autre chose. Quand on a analysé les prélèvements, on s'attendait à trouver des signes de trauma, comme les saignements d'oreilles le laissaient présager. Mais on ne s'attendait pas à trouver des dégâts d'une telle ampleur. Il n'y avait pas eu de défaillance des organes internes. Les traumatismes que nous avons observés résultaient de chocs violents. Il y avait des lésions circulaires, des signes flagrants d'altération, et ce dans chacun des prélèvements qu'on avait effectués. Brian a tout de suite avancé la théorie des infrasons. Il s'agit d'ondes sonores de très basse fréquence extrêmement puissantes qui pourraient en théorie être utilisées comme une arme et avoir des effets potentiellement dévastateurs. Ces ondes heurteraient les tissus biologiques à une vitesse fulgurante et avec une force considérable. Ces analyses microscopiques ont révélé de très graves lésions causées par des impacts. Lésions qui, selon nous, avaient été occasionnées par un nouveau type de sonar militaire. Une explosion sonique qui n'avait pas seulement fait fuir les baleines vers les bas-fonds. Ce sonar semblait les avoir tuées. Et puis Brian s'est rappelé qu'on n'avait pas besoin de prélèvements pour vérifier notre théorie. On possède, enfin, la NOAA possède toute une batterie d'appareils pour enregistrer les sons, la vie marine, l'activité sismique. Et comme l'une de nos bouées était positionnée tout près de là, on savait qu'elle avait probablement enregistré tout ce qui s'était passé. L'explosion sonique, les réactions des baleines, tout. Comme on s'y attendait, on a commencé par entendre les vocalises des baleines. Et puis, on a entendu ce que l'on considère aujourd'hui comme l'amorçage de l'arme sonique. Ensuite, il y a eu un moment de silence. Ça a vraiment été le calme avant la tempête. Parce qu'après, il y a eu un énorme boom. C'était atroce d'écouter ça. Brian était tellement occupé à essayer de déterminer la provenance de l'explosion qu'il avait failli passer à côté de quelque chose. Il y avait un autre son sur l'enregistrement, un cri d'animal. Et on s'est rendu compte qu'il s'agissait du bloop. C'était la même créature que celle que la NOAA avait détectée en 1997. Mais cette fois-ci, notre enregistrement était beaucoup plus long. Je n'avais jamais entendu un cri d'animal aussi complexe, aussi élaboré. Et on n'avait aucune idée de quel animal ça pouvait provenir. Tout ce qu'on savait, c'était qu'une créature qui n'avait été entendue qu'une fois dans l'histoire de l'humanité venait de refaire surface.
J'ai vu les images qui auraient été filmées à Beaufort. Je ne sais pas si cette vidéo est truquée ou pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. La marine protège farouchement tous les renseignements classés secrets. Mais même eux ont dû se rendre à l'évidence. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais empêcher toutes les fuites. Et lorsqu'il y a une fuite, ils ont appris à la contrôler. Il n'est pas surprenant que cette vidéo ait tout de suite été qualifiée de supercherie. Si la marine américaine dit que ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas vrai. Lorsqu'une fuite se produit, l'armée sait parfaitement se servir de son influence pour amener le grand public à croire ce qu'elle veut qu'il croie. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu la créature que la marine américaine avait en sa possession. On l'a embarqué après le premier test dans l'État de Washington. J'étais sur la plage ce jour-là. Mais on n'était pas les premiers à arriver. Dans les mois qui ont suivi cet épisode, l'équipe de la NOAA a dû faire face à une augmentation du nombre des échouages en masse le long des deux côtes américaines. Des cas similaires étaient signalés aux quatre coins de la planète. Une course contre la montre s'est engagée pour les sauveteurs qui tentent de secourir les 200 baleines pilotes qui se sont échouées dans le sud de l'Australie lundi. Fait très rare, nous disent les scientifiques, 6 grands dauphins se sont également échoués. C'est la 4e fois ces derniers mois qu'un incident du genre se produit dans cette région du sud de l'Australie. Les scientifiques ne s'expliquent toujours pas ce phénomène. Ça arrivait dans le monde entier, donc on suivait de près les échouages qui se produisaient ailleurs. On a prévenu les organismes maritimes de notre découverte concernant les explosions soniques. Et on a commencé à entendre parler d'autre chose. Comme quoi des corps s'échouaient avec les baleines. Le bruit courait qu'il n'y avait pas que des baleines. Et à chaque fois, les autorités étaient présentes sur place pour contrôler la situation. Mais à l'époque, ce qui nous importait, c'était que ces échouages ne se reproduisent plus jamais. Dans certains cas, on avait fait état de la découverte de corps. Mais pas seulement. Ce n'était pas la première fois qu'on les signalait. Ce n'étaient pas des corps, mais des harpons. Des pêcheurs de haute mer du monde entier en ont trouvé durant des années, plantés dans des poissons qu'ils avaient pêchés en haute mer. Les archives de journaux télévisés allemands contiennent l'interview d'un pêcheur qui avait lui-même rencontré cet étrange phénomène. Je m'appelle Hans Bauer. J'ai grandi dans le port de pêche de Sassnitz. J'ai été pêcheur pendant toute ma vie. À l'époque, je travaillais sur un bateau de Bremerhaven. C'était un chalutier et on pêchait principalement la morue et le lieu jaune dans la Baltique. Quand j'étais enfant, j'avais entendu les histoires sur les choses bizarres qu'on retrouvait dans les poissons qui avaient été pêchés en pleine Baltique. Mais c'est en pêchant dans les eaux profondes du bassin de Bornholm que j'ai pu les voir de mes propres yeux. Parfois, on remontait nos filets et on en trouvait. Des poissons qui venaient d'être tués. Des poissons avec des harpons plantés dans le flanc. J'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. Un jour, j'avais apporté mon appareil photo. Je voulais prendre des clichés des baleines pour les montrer à mon fils. C'est au cours de cette sortie qu'on a vu quelque chose en train de s'extirper du filet qu'on était en train de remonter. Je me suis dépêché d'aller chercher mon appareil et je l'ai pris en photo. Selon moi, c'était cette créature qui fabriquait les harpons. Je pense qu'on l'avait dérangé en pleine pêche. On a demandé des informations au ministère de la Défense et on a cherché à obtenir des injonctions contre la marine, mais en vain. La marine américaine a prétendu qu'ils étudiaient tout simplement les anomalies et qu'ils n'en étaient pas à l'origine.
On a continué à établir les profils des échouages et on a étudié la seule chose dont on disposait, à savoir l'enregistrement. On a écouté et analysé cet enregistrement je ne sais combien de fois. Et on a comparé le son à ceux des baleines et des dauphins. Mais ce son semblait à nos oreilles bien plus complexe, bien plus sophistiqué. On pensait avoir de bonnes chances de craquer le code. Mais c'était au-delà de nos compétences. Il fallait que quelqu'un nous aide. Je suis le docteur Rodney Webster. Je travaille actuellement à l'Université de Floride du Sud. Je suis spécialiste de la communication animale et j'étudie plus particulièrement les vocalisations des cétacés, à savoir les dauphins et les baleines. Mon travail consiste principalement à rechercher des signifiants. Il s'agit de sons caractéristiques auxquels on peut attribuer un sens ou une humeur. C'est ce que vous et moi appellerions des mots, donc ce sont les mots des dauphins. Ce qui rend l'enregistrement de 2004 si intéressant, c'est que j'ai pu identifier des centaines de signifiants et les classer en structures reconnaissables. En 30 ans d'études sur les dauphins et les baleines, on n'avait jamais récolté ce genre d'informations. Mais les découvertes du Dr Webster ne s'arrêtent pas là. J'ai remarqué qu'il y avait des variations de tonalité dans le bloop à certains moments de l'enregistrement. Alors j'ai effectué une analyse spectrographique et, dans les fréquences qui dépassent la gamme audible du champ auditif humain, voici ce que j'ai trouvé. Là, c'est à vitesse réelle. On a supprimé les sons des baleines. J'ai ensuite ralenti l'enregistrement jusqu'à ce qu'il devienne audible pour l'oreille humaine. Voilà ce que ça donne au tiers de la vitesse réelle. De multiples individus, littéralement des milliers de signifiants différents, et au moins une demi-douzaine d'empreintes vocales. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un langage. Ils sont en train de se parler. Quel animal peut bien posséder un langage aussi complexe, aussi sophistiqué? Notre théorie était qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce de dauphin, mais nous aurions dû envisager une autre théorie. La théorie du primate aquatique. En fait, c'est une théorie sur l'humanité, sur nos origines. Et je sais qu'elle a toujours été sujette à controverse, mais je pense aujourd'hui qu'elle n'est pas loin de la vérité. Pourquoi sommes-nous si différents des autres animaux terrestres? Cette théorie nous explique que les premiers humains passaient une grande partie de leur vie dans la mer. Ce qui nous différencie des autres animaux terrestres serait un héritage de cette période. Nous contrôlons notre respiration comme les animaux marins et la retenons comme aucun autre animal terrestre. Le record d'apnée chez l'homme est de près de 20 minutes, soit presque aussi longtemps que chez le dauphin. Comparé aux singes, nos plus proches parents, nous possédons une colonne vertébrale plus souple et contrairement à eux, nous avons des mains et des pieds partiellement palmés. Ces caractéristiques sont propres aux animaux aquatiques. À quoi servent-elles si ce n'est à nager? Sous l'eau, le bébé humain retient automatiquement sa respiration et sait nager d'instinct, alors qu'un bébé chimpanzé se noierait. Et contrairement à d'autres singes, nous avons perdu le pelage qui crée une résistance dans l'eau et une épaisse couche de graisse isolante nous permet de conserver notre chaleur. Les seuls animaux qui possèdent une couche de graisse aussi épaisse que la nôtre sont exclusivement des mammifères marins. Certains hommes se sont si bien adaptés à la vie sous-marine qu'ils continuent aujourd'hui encore à chasser sous l'eau en arpentant le fond de l'océan. Les Moken, un peuple d'Asie du Sud-Est, peuvent contracter leurs pupilles à loisir pour compenser les distorsions de l'eau. Sous l'eau, ils voient aussi clairement que s'ils portaient un masque. Et dans certaines régions du monde, les hommes sont si habiles dans l'eau qu'ils peuvent attraper le poisson sans hameçon ni filet. Tout en possédant ces attributs propres à la vie aquatique, certaines caractéristiques très communes chez les animaux terrestres nous font défaut.
nos larmes et notre sueur sont salées. Le sel et l'eau sont des ressources précieuses. Certains animaux terrestres disposent de moyens efficaces pour les conserver et pas nous. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine période, notre évolution s'est déroulée dans la mer. Bien sûr, cela reste une théorie, mais la transition de la terre à la mer s'est déjà produite. C'est scientifiquement prouvé. Les orques ont eu un ancêtre proche du loup il y a des millions d'années, et il existe des exemples plus récents. Il y a 150 000 ans, soit très récemment sur l'échelle de l'évolution, un groupe d'ours bruns s'est séparé du reste de sa lignée et a évolué en une nouvelle espèce. Ils sont devenus des ours polaires. Les ours polaires sont capables de retenir leur respiration pendant plusieurs minutes sous l'eau. Leurs pattes avant sont même devenues palmées afin de les aider à nager. Ils sont en train de devenir des mammifères marins sous nos yeux. Et si cela arrive aux ours polaires aujourd'hui, pourquoi ça ne serait pas arrivé à l'homme à un moment donné de son évolution ? C'est l'un des gisements d'or les plus durs à exploiter. Il y a plein d'histoires de gens qui sont venus ici et ont perdu toute leur fortune ou qui ont perdu la tête. Après avoir creusé jusqu'en enfer, l'un d'entre eux trouve le filon. Alaska, la ruée vers l'or, tous les lundis à 20h45 sur Discovery. De nos jours dans la construction. Qu'est-ce que vous attendez ? Pour rendre possible l'impossible. On pose cette partie maintenant ou on attend ? Il faut être ingénieux. Il y a toujours un problème imprévu auquel il faut s'adapter et qu'il faut résoudre. Avoir les bons outils. Et une bonne équipe. C'est vraiment un gros travail d'équipe, le montage du système d'élévation. Oser innover. Le risque est là. Soit on n'y arrive pas, soit on y arrive. Et surtout, aimer son travail. C'est ça la construction et l'ingénierie. On connaît ce jeu et on aime ça. Les plus gros ouvrages d'aujourd'hui sont dans Méga Construction, tous les mercredis à 21h sur Discovery Science. Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Armes sur mesure, inédit, bientôt sur Discovery. Pourrions-nous être les descendants d'un groupe de singes ayant évolué en mammifères marins ? Certains scientifiques pensent que nos ancêtres ont quitté la forêt pour la mer. Mais qu'est-ce qui les a amenés là? Qu'est-ce qui les a attirés au bord de l'eau? La nourriture. Notre aptitude à marcher debout se serait même développée ici, en sillonnant les hauts fonds où la nourriture était facile à trouver. Les arbres avaient été notre berceau et nous serions désormais façonnés par la mer. Avec le temps, les ancêtres de l'homme se sont rassemblés en nombre sur le littoral.
C'est d'ailleurs ici que notre intelligence avancée aurait commencé à se développer. Les fruits de mer ramassés là regorgeaient de nutriments tels que l'iode et les acides gras qui favorisent le développement cérébral. Nous avons commencé à changer, tout comme notre environnement. Des séismes, l'activité volcanique sur le littoral, la côte est de l'Afrique serait bientôt engloutie par la montée des eaux. Certains de nos ancêtres se sont retranchés dans les terres, conservant des attributs développés durant cette période aquatique de leur évolution. D'autres ont pris une direction différente. Si nos ancêtres lointains ont un temps vécu dans la mer, est-il possible qu'un groupe se soit désolidarisé des autres ? Et plutôt que de sortir de l'eau, a-t-il pu y élire domicile ? On a décortiqué chaque échouage qui avait suivi celui de l'État de Washington pour essayer d'établir la responsabilité de la marine américaine. On pensait que si on parvenait à prouver que ça avait des répercussions sur une nouvelle espèce, on aurait de l'influence, on pourrait contraindre la marine américaine à révéler ce qu'il faisait et peut-être à y mettre fin. On avait de solides preuves circonstanciées, mais il nous en fallait davantage. Et c'est l'échouage en Afrique du Sud qui nous en a donné. Cet échouage nous intéressait particulièrement, car nos collègues sud-africains avaient eux aussi effectué un enregistrement. On avait bien sûr entendu parler des travaux du docteur McCormick et des rapports qui établissaient un lien entre les échouages massifs et les expérimentations soniques. On était également au courant des rumeurs qui disaient que ces expérimentations avaient pu avoir des effets néfastes sur une espèce encore inconnue. Et bien évidemment, on avait entendu l'enregistrement du bloop. Je suis le docteur Gavin Dittmar. Je dirige le département de recherche en acoustique au Centre de recherche en biologie marine de l'Université du Cap. Un dispositif sous-marin avait été mis en place à environ 1 kilomètre au large de la pointe du Cap. C'était dans le cadre d'un programme de recherche destiné à étudier les populations de baleines à différentes périodes de l'année. C'est pourquoi on a contacté le docteur McCormick. On avait la conviction qu'on avait découvert la même chose. Quand on a entendu cet enregistrement, on a immédiatement accepté de partir là-bas en voyage de recherche. On est arrivé environ 40 heures après l'échouage. Et une fois encore, on n'était pas les premiers. D'autres enquêteurs officiels avaient déjà fait l'aller-retour. L'échouage sud-africain était le plus important depuis celui qui s'était produit dans l'État de Washington. Et là encore, on observait le même type de traumatisme dû au sonar. La seule différence en Afrique du Sud, c'était l'enregistrement en lui-même. On avait bien un bloop, on entendait bien la créature mystère qu'on avait nous aussi enregistrée, et on avait la même explosion sonique à basse fréquence. Mais dans ce cas,
c'est ce qui s'était produit avant l'explosion qui était révélateur. On entendait un bloop similaire à celui qu'on avait enregistré. C'était sans aucun doute le même type de créature. Mais cette fois, il y avait des chants de dauphins sur l'enregistrement. Ça n'a rien d'étonnant. Les dauphins peuplent ces eaux et peuvent s'échouer dans ces circonstances. Mais là, ils communiquaient. C'était un dialogue entre les dauphins et nos créatures à l'origine du bloop. Ce qui nous a amenés à nous poser des questions. Est-ce qu'il s'agit d'un dauphin? Est-ce une nouvelle espèce de dauphin? À ce moment-là, c'est ce qu'on essayait de savoir. Jusque-là, on avait seulement des preuves acoustiques. Pour ce qui est des preuves physiques, c'est le docteur Dietmar qui a fait la grande découverte. C'est juste un grand requin blanc. L'important, c'est ce qu'il y a dans le requin. C'était une vraie boucherie, et ça sentait terriblement mauvais. Certaines parties avaient l'air de provenir d'un dauphin, d'autres d'un phoque. Mais d'un phoque ou d'un dauphin qui nous était totalement inconnu. Et il y avait également d'autres parties de corps qu'on était incapable de reconnaître. Et immédiatement, on s'est dit « jackpot ». On n'avait jamais vu ça. C'était une nouvelle espèce. Il y avait des perforations au niveau des branchies et de la bouche du requin. Et au départ, j'ai pensé que c'était le harpon qui lui avait occasionné ces blessures. Mais j'en ai examiné une et j'en ai sorti un aiguillon de raie pastenague. Ça aurait pu venir d'une pastenague qui se serait défendue. Les requins marteaux, les requins tigres mangent les pastenagues. Mais pas les grands blancs. Donc j'ai gardé l'aiguillon. Je me suis dit que ça ferait peut-être un bon article dans une revue. J'ai simplement trouvé ça intéressant. Voilà 1 million d'années que les primates aquatiques ont rejoint la mer. Ils sont désormais mieux adaptés à leur nouveau monde. Ils ont perdu leur poil et peuvent retenir leur respiration pendant plusieurs minutes. Ils apprennent encore à chasser. Ils apprennent par l'observation. Soudain, les dauphins se dispersent. Pour l'instant, les primates aquatiques doivent se cacher. Mais un jour, ils apprendront à se défendre contre les dangers qui les guettent dans leur nouvel environnement. Si je ne faisais ça que pour le sport, et si ça n'apportait rien à ma vie, je ne le ferais pas. Into the Wild, Alaska, tous les jeudis à 20h45 sur Discovery. Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Armes sur mesure, inédit, bientôt sur Discovery. En ce moment, si vous assurez tout risque votre auto chez MAF, les garanties assistance panne 0 km, véhicule de remplacement, bagages et effets transportés sont offertes pendant 3 ans. Devis et conditions au 3015 et dans les agences MAF. C'est la MAF.
Un jour, les deux inventeurs de Twix eurent une terrible dispute. Ils séparèrent donc la production en deux usines distinctes. Chez Twix gauche, on coule le caramel sur le biscuit. Chez Twix droit, on le nappe. À gauche, on enrobe le Twix de chocolat. À droite, on le recouvre. Aujourd'hui, ils ne partagent plus rien sauf un emballage et une allée. Goûtez les deux et faites votre choix. Ça, c'est du sérieux. Génial. L'or ne tombe pas du ciel. Voilà de quoi je parle. C'est complètement hors norme. Je veux revoir ce tour. Vous faites un livre un peu humain. On parle de dizaines de milliers de dollars. La première fois qu'on a testé cette arme au large des côtes de Washington, ça a été un désastre. On ne s'attendait absolument pas à ce que ça ait de telles conséquences. La plage n'avait pas été bouclée. N'importe quel passant pouvait y avoir accès ce matin-là. Ces garçons se sont trouvés au bon endroit, au mauvais moment. Au début, on a cru qu'ils allaient poser problème. Ils refusaient de modifier leur déclaration concernant ce qu'ils avaient vu. Finalement, on a convaincu la mère d'un des garçons qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient cru voir. En général, les gens n'aiment pas s'attirer des ennuis avec l'armée. La mère a eu l'intelligence de demander aux garçons de changer leur déclaration. On a surveillé les garçons, mais ils n'ont rien raconté à personne. Ils ont gardé toute cette histoire pour eux. Après ces premiers essais, on a sécurisé absolument toutes les plages. Plus personne ne découvrirait quoi que ce soit. Donc, on a ramené le corps au laboratoire. Les restes étaient en très mauvais état. On avait récupéré 30% du corps, donc ça allait être difficile de le reconstituer. Dans un premier temps, on a effectué des prélèvements d'ADN pour tenter d'établir son profil génétique. On a commencé par étudier la cage thoracique, et il se trouve qu'elle était articulée. Certains mammifères marins ont développé au cours de leur évolution une cage thoracique souple qui leur permet de plonger. La nageoire caudale était la partie la mieux préservée. On aurait dit une nageoire de lamantin. On s'est demandé si ça ne pouvait pas être ça. Une espèce relicte ou bien un parent inconnu de cet animal. On a fait une radio. La nageoire caudale comportait des os, alors que celle du lamantin n'en a pas. Donc on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Le crâne était très endommagé. Il en manquait la moitié. Mais on disposait d'une partie importante, à savoir un fragment de l'os frontal. Il comportait un orifice, mais qui n'était pas une lésion. On a supposé qu'il s'agissait d'un évent. On a fait des moulages des fragments de crâne qu'on a envoyés à un expert médico-légal. Ensuite, on a examiné le bassin. Il y avait des restes d'os de jambes. Les phoques ont bien des os de jambes, mais ceux de leurs cuisses sont courts. On voyait bien que chez notre spécimen, ils étaient longs. Donc, cette créature n'est pas un phoque. Ça n'est pas un lamantin.
Et bien qu'elle communique avec les dauphins, ça n'est pas un dauphin. Du moins, pas d'après nos constatations. Alors quel animal serait assez intelligent pour communiquer avec les dauphins? Qu'est-ce que ça peut bien être? Les créatures qui se cachaient autrefois dans l'ombre nagent aujourd'hui en pleine mer. Et elles ne vivent pas seules ici. Elles ont noué des liens avec une autre espèce intelligente, des liens d'amitié. Aujourd'hui, elles jouent ensemble, et un jour, elles chasseront ensemble. Leurs ancêtres dormaient dans les arbres. Désormais, elles nagent au milieu d'eux. Bientôt, la transition sera achevée. Comme les dauphins, elles appartiendront au royaume de la mer. Brian et moi avons essayé de comprendre à quoi correspondaient les autres parties. On avait trouvé un os qui n'appartenait pas à cet animal. Il y avait des marques sur toute la longueur et une petite encoche taillée à son extrémité. Comme on n'avait aucune idée de ce que c'était, on l'a mis de côté afin de l'étudier ultérieurement. J'ai commencé à travailler sur les phalanges. Il s'agit des os qui servent de support à la structure des nageoires chez le phoque ou encore chez le dauphin. Et il s'est avéré qu'il était impossible de disposer ces os dans une telle configuration. Et ce n'est pas tout. On a découvert que cet animal avait lui aussi été victime du sonar de la marine. Pour l'équipe de la NOAA, plus de doute. Les essais de la marine américaine avaient des effets destructeurs sur les baleines, mais également sur une nouvelle espèce. La physiologie de l'animal a quant à elle révélé des indices sur son comportement. Bien qu'endommagée lors de l'attaque des requins, une rate volumineuse a été découverte. De nombreux mammifères marins ont une rate volumineuse qui stocke l'oxygène lors des plongées en eau profonde. C'est comme s'ils avaient une bouteille de plongée intégrée. Cette évolution permet de plonger en profondeur pour trouver à manger. À chaque fois qu'on faisait une découverte, 10 nouvelles questions nous venaient à l'esprit. Le docteur McCormick a demandé une aide extérieure. Les Sud-Africains mettaient tellement de temps à nous délivrer un permis de sortie du territoire pour le corps que Brian a dû faire venir quelqu'un. Ma spécialité est la biomécanique.
J'étudie l'évolution des différents mécanismes de locomotion chez les animaux. Je suis le docteur Steven Persol. Quand je suis arrivé, je me suis demandé ce que je faisais là, parce qu'il s'agissait manifestement d'un mammifère marin. La queue ressemblait à celle des animaux qu'on trouve partout dans l'océan. Ce n'est que quand on a placé les restes sous le scanner que je me suis rendu compte que cette queue était différente de toutes celles qu'on avait rencontrées jusqu'alors. En regardant la structure des hanches, le docteur Persol reconnaît quelque chose d'étonnamment familier. Chez l'homme, si l'on regarde bien le haut des hanches, on voit qu'il y a deux crêtes. Il s'agit des os iliaques. Ils sont conçus pour supporter le poids du corps. J'ai regardé la créature et ses hanches avaient des crêtes à peu près identiques. Je ne comprenais pas leur intérêt. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on ne regardait pas les scanners comme il le fallait. On les regardait dans le mauvais sens, il fallait qu'on les tourne. Ça a été une révélation. Jadis, cette créature était bipède. Il n'y a qu'un seul animal qui marche bien droit, sur deux jambes, qui marche sur deux pieds. Cette chose avait marché sur deux pieds. Mais ce n'était pas tout. Des mains. C'était des mains. La découverte de Rebecca, comme quoi cette créature avait des mains, la découverte que cette créature avait jadis marché debout sur la terre ferme, comme nous parce qu'elle était l'une des nôtres, ça a tout chamboulé. Cet os avait été travaillé. Il avait été taillé à la main. À son extrémité, il y avait une encoche destinée à maintenir quelque chose. Et on a trouvé une sorte de plante fibreuse qui tapissait l'intérieur, qui devait permettre de maintenir ce quelque chose en place. Et puis ça m'est revenu. L'aiguillon. Il s'emboîtait parfaitement à l'extrémité de l'os. C'était un outil. Toutes ces histoires de poissons retrouvés transpercés par des harpons, tous ces récits de pêcheurs affirmant qu'ils avaient trouvé des harpons en haute mer, on sait maintenant qui les a fabriqués. C'est une créature qui fabrique des outils. Elle a trouvé comment désarmer une raie et utiliser sa colonne vertébrale pour tuer des poissons. Ces créatures sont donc des chasseurs intelligents. Mais sont-elles également des proies? Comment ont-elles survécu aux côtés des plus redoutables prédateurs marins? La Terre, recouverte de glaciers, comme elle doit leur sembler froide et étrangère à présent. Un éclaireur solitaire précède son groupe avant qu'il ne s'aventure en pleine mer. Ces abîmes qui disparaissent dans les eaux sombres sont des aires d'alimentation. Les baleines se retrouvent ici. Tout comme le requin dont elles sont les proies. Le mégalodon, un requin de la taille d'une baleine. Un requin qui se nourrissait de baleines. Il y a 1,5 million d'années, ces créatures devaient affronter le plus grand monstre qui ait jamais régné sur les mers. Les petits accompagnent le groupe. Ils doivent être protégés à tout prix.
Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Armes sur mesure, inédit, bientôt sur Discovery. Ça, c'est du sérieux. Génial. L'or ne tombe pas du ciel. Voilà de quoi je parle. C'est complètement hors norme. Je veux revoir ce tour. Vous faites un livre en peau humaine. On parle de dizaines de milliers de dollars. Bonjour à tous, nous allons commencer. Je pense qu'il va y avoir de la compétition aujourd'hui. Tout s'achète, tout se vend, même les objets les plus improbables. C'est comme quand on parie. Plus on achète, plus on devient chanceux. Et ça peut rapporter gros. Vendu! Magnifique. Fabriqué en France, Cartier. Messieurs, affaire conclue. C'est incroyable. Business insolite, tous les mardis à 20h45 sur Discovery. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus titanesque qu'un titan de métal? Un titan de métal qui vole. L'hydravion le plus grand au monde. Le plus grand avion de ligne au monde. Le plus grand hôpital volant au monde. Plus grand, c'est mieux. Titan des airs. Tous les mardis à 21h sur Discovery Science. Ce corps était une découverte anthropologique de très grande ampleur, voire l'une des plus grandes découvertes scientifiques de toute l'histoire de l'humanité. Cet être était intelligent, fabriquait des outils et avait des mains préhensibles. Il avait un ancêtre primate bipède qui vivait sur la terre ferme, comme nous. Si cette créature fait partie de l'arbre généalogique humain, à quel point est-elle humaine ? Je me souviens que pendant le trajet pour aller voir le moulage complet du crâne, je me disais que c'était vraiment parfait. On était en train de traverser la terre même où nos ancêtres avaient été découverts. Et on était sur le point d'en rencontrer un nouveau. Seulement, ce n'était pas un ancêtre. Il existait toujours. Je suis le docteur Liane Visser. Je suis anthropologue médico-légal au sein du département de l'évolution humaine. Mon travail consiste à reconstituer l'apparence d'individus à l'aide de fragments de crâne et d'autres os. Certaines caractéristiques m'ont aussitôt sauté aux yeux. Le crâne avait de grandes orbites, plus grandes que sur n'importe quel fossile ou homme moderne que j'avais pu reconstituer. Ça signifiait que les yeux devaient être assez gros. Et les animaux qui ont de gros yeux sont ceux qui vivent en milieu sombre. J'ai ensuite remarqué la présence d'une crête crânienne. On trouve ce type de crête chez certains de nos cousins, mais pas chez l'homme moderne. Les singes en ont. Et on en trouve également chez certains de nos premiers ancêtres. Les scanners du crâne reconstitué ont permis d'obtenir une représentation de l'intérieur de la cavité cérébrale. Le docteur Visser a découvert que les zones qui, chez les humains, correspondent au son étaient très développées.
L'orifice situé sur le fragment d'os frontal était connecté à toute une série de sinus. La forme et les caractéristiques du crâne nous ont révélé à quel point le système acoustique de cette créature était élaboré. La forme concave à l'avant du crâne indiquait qu'il possédait un melon. Il s'agit d'une masse de graisse qui permet aux dauphins et autres baleines de s'écolocaliser. Ce n'était pas un évent. Ce ne lui servait pas à respirer, mais à diriger le son. La reconstitution du crâne avait prouvé que cette créature pouvait s'écolocaliser. C'était elle, la créature qui avait émis ces cris qui n'avaient jamais été identifiés. L'écolocalisation est une forme de biosonar. C'est la capacité à émettre des sons à haute fréquence qui vont se réverbérer sur les objets et ainsi fournir à l'animal une carte mentale de son environnement. Le son permet de trouver à manger et il permet de communiquer dans le bleu profond du vaste océan. Pour nous, il n'y avait plus de doute. C'était l'animal qui était à l'origine du bloop. C'était lui sur l'enregistrement de 1997, c'était lui sur l'enregistrement de 2004 dans l'État de Washington, et c'était lui sur l'enregistrement sud-africain, celui où il parlait aux dauphins. La créature et le dauphin s'appellent l'un l'autre. L'heure de la chasse a sonné. C'est le Sardine Run. Presque tous les prédateurs de l'océan vont se retrouver pour traquer des bancs de sardines en migration longs de plusieurs kilomètres. Mais seules 2 espèces vont chasser ensemble. On venait de découvrir une créature de légende. C'était bien de ça qu'il s'agissait. On s'était tous retenus de le dire pendant des jours, voire des semaines. Mais les scientifiques ne sont pas censés croire aux contes de fées. Et ce qu'on avait trouvé, c'était une sirène. Si les images filmées à Beaufort sont authentiques, ce n'est pas celui qu'on a trouvé à Washington. Celui-là n'était pas en état d'être transporté. J'ai vu ce que ces garçons ont vu. Je sais que ce qu'ils ont dit à la marine américaine était la vérité. Comment croyez-vous que les gens réagiraient s'ils savaient qu'on était en train de tuer une espèce inconnue et qui plus est le dernier parent proche encore en vie de l'homme? Regardez comment ils continuent à réagir face aux échouages de baleines. S'ils voyaient cette créature, ils seraient révoltés. Je me suis demandé comment cet animal avait pu rester caché si longtemps. Mais quand on y réfléchit, on se rend compte que la surface de la Lune a été bien plus explorée que les fonds marins. Et on continue encore aujourd'hui à découvrir de grands animaux.
Rien qu'au cours de la dernière décennie, 2 nouvelles espèces de baleines ont été découvertes. Ce sont des animaux de 10-12 mètres de long qui n'ont jamais été vus ni enregistrés. On a encore appris l'existence d'animaux géants ces 10 dernières années. Donc oui, il est toujours possible de rester caché. Mais bien sûr, l'animal qu'on a découvert avait déjà été décrit. On n'a aucun document scientifique à l'appui, mais on a d'autres traces. On les connaît. On les connaît depuis toujours. Les récits de marins abondent de par le monde. Les navigateurs grecs les ont décrits, tout comme les Vikings, tout comme les Chinois durant leur grande période d'exploration maritime. Ils sont évoqués dans des manuscrits médiévaux, et même au XIXe siècle, des capitaines de baleiniers les avaient aperçus en train de nager parmi des groupes de baleines. Des cultures de continents différents, des peuples qui n'avaient aucun contact entre eux. Pourtant, tous leurs récits décrivent la même créature légendaire. Serait-il possible que ces récits ne relèvent pas du mythe? Ils ont été consignés dans les journaux de voyage de Christophe Colomb et d'Henry Hudson, qui ont témoigné avoir vu des créatures humanoïdes au pâle ventre moucheté, au dos bleu sombre et aux queues en forme de pagaie. Ces descriptions pourraient-elles être fidèles à la réalité? D'autres témoignages historiques pourraient-ils venir apporter un nouvel éclairage? Comme ces dessins italiens du XVIe siècle, autrefois considérés comme des représentations d'une anomalie humaine. Ces dessins pourraient désormais raconter une toute autre histoire. Aujourd'hui encore, des témoignages se font jour, comme cette vidéo de 2004 filmée dans la précipitation au large des côtes adriatiques. C'est en haute mer que la créature a été vue pour la dernière fois. Et c'est dans ce désert, autrefois occupé par la mer, qu'elle a été vue pour la première fois. Ces grottes de grès surplombaient, il y a environ 30 000 ans, une baie soumise au courant de la marée. La mer s'est retirée, mais la mémoire des peuples qui ont vécu ici demeure, comme en témoignent les peintures anciennes qui recouvrent les murs des grottes. Selon les archéologues, ces peintures compteraient parmi les plus anciennes images mythologiques jamais réalisées par l'homme. S'agit-il des fantasmes des premiers pêcheurs s'imaginant avec des queues, nageant pour attraper des poissons à l'aide de harpons et de filets? Ou cela représente-t-il autre chose? Les terrains de chasse et de pêche ne se remportaient que de hautes luttes. C'est par la force que les premiers hommes protégeaient leurs sources de nourriture contre les tribus rivales ou toute autre menace. Serait-ce ce que ces peintures représentent? Ces peintures témoignent-elles du conflit opposant les hommes à des créatures aujourd'hui reléguées au rang de mythes? Les avons-nous condamnés à disparaître? Ou les avons-nous condamnés à se cacher? Si elles ont résisté, si elles ont survécu, elles ont dû se cacher quelque part. Mais où? On savait ce qu'ils avaient. On le savait avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes.
On surveillait l'équipe de McCormick depuis 2004. On les a suivis en Afrique du Sud. On savait qu'ils avaient trouvé la même espèce que nous sur la plage. Ils avaient des preuves qui feraient échouer l'opération. Des preuves physiques qui pourraient nous arrêter. Vous pensez qu'on allait laisser faire ça? Mais comme ils faisaient progresser nos recherches, on les a laissés continuer. Pendant un temps. À ce moment-là, notre travail en Afrique du Sud était terminé. Et on préparait nos preuves afin de repartir aux États-Unis. Mais problème, l'autorisation. Une fois encore, les Sud-Africains rechignaient à nous délivrer des autorisations pour sortir nos preuves du territoire. On aurait dû se douter de ce qui allait arriver. C'est difficile de se rappeler aujourd'hui à quel point on était content. Mais si j'ai accepté de témoigner, c'est parce que je crois que ça peut être utile. Et c'est la même chose pour Rebecca. Brian, lui, est plus cynique. Je crois qu'il a perdu la foi. Mais je ne lui en veux pas, surtout après ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où avez-vous pris tout ça? Il n'en est pas question. Lâchez-moi! J'ai tenté de retenir Brian. Après ça, je l'ai soutenu moralement. Pendant des semaines. Mais il était anéanti. Comme nous tous. La police a tout confisqué. Tous les tests de laboratoire, tous les dossiers, la reconstitution du crâne. Et ils ont emporté le corps. Je n'avais jamais assisté à une telle scène de toute ma vie et je travaille ici depuis 20 ans. C'était du jamais vu. Ce n'était pas une simple descente de police, c'était une véritable opération commando. Ils sont arrivés tôt le matin, quand ils savaient que personne ne serait là. Ils avaient tous les documents qu'il leur fallait. Confiscation d'une découverte d'importance nationale. Première fois que j'entends ça. On savait de qui ça venait. On sait tous qui est derrière tout ça. Les essais de sonar. Si on le prouvait, ils devraient interrompre leurs essais. Et ils devraient admettre qu'ils disposent d'une arme sonique. Et qui sait, peut-être aurait-il autre chose à admettre. Tout ce qui nous restait, la seule chose qu'ils n'avaient pas saisie, c'était les enregistrements du bloop. Ils n'avaient pas pu les prendre, ils avaient déjà été rendus publics. On était tellement obsédés par tout ce qu'on avait perdu, par ce que le gouvernement avait emporté, qu'on a oublié que tout ce dont on avait besoin se trouvait sur ces enregistrements. C'était notre pièce maîtresse. Nous voici dans une lagune de l'hémisphère sud. Les créatures se mettent à l'abri dans ces eaux chaudes. Cette espèce en voie de disparition s'accroche à la vie.
On est rentré aux États-Unis en état de choc. On ne pouvait pas rester en Afrique du Sud, nos visas avaient été révoqués. Et quand on est retourné à Washington, on a déposé plusieurs réclamations contre les gouvernements américains et sud-africains. Les Sud-Africains ont fini par répondre. Les échantillons qu'ils avaient saisis dans le laboratoire de l'université où ils étaient en cours de traitement, ils les ont évoqués. Comme les résultats ADN obtenus étaient très proches d'un ADN humain, le laboratoire qui a effectué les tests a estimé qu'ils avaient été contaminés par un ADN humain. Sinon, ont-ils dit, comment expliquer que leur profil génétique soit si semblable? Ils ont contesté les résultats et ils ont détruit les échantillons. J'avais l'impression d'être dans un roman d'Orwell. C'était Big Brother. Il réécrivait l'histoire. Cette créature était rayée de la carte. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Veulent-ils protéger leurs essais ou bien veulent-ils garder les créatures pour eux? Leur font-ils subir des tests? On ne sait pas. On ne sait toujours pas. On avait désormais du temps à tuer. Alors on a étudié sans relâche les cas où des corps s'étaient échoués sur le rivage. Et ceux où des officiels avaient bouclé des périmètres. Ils auraient parfois été secondés par des officiers américains en civil. On n'arrêtait pas de repenser à l'échouage qui s'était produit à Washington et à l'équipe médicale de la marine américaine. On avait cru qu'ils faisaient des tests sur les baleines. Mais depuis, notre théorie avait changé. On a retrouvé les enfants qui avaient apporté le premier témoignage. Et la marine américaine avait passé beaucoup de temps avec eux. Il leur avait même rendu visite chez eux. Et il les avait convaincus que ce qu'ils avaient vu était en fait un phoque. Un phoque qui s'était décomposé, d'où son apparence étrange. Le garçon avait dessiné ce qu'il avait vu. Personne, à part les scientifiques avec lesquels on a travaillé, et les fonctionnaires qui avaient confisqué notre matériel, n'aurait pu savoir à quoi ressemblait le crâne reconstitué. Mais ce garçon avait dessiné ce qu'il avait vu. Et ça correspondait. Il avait vu la même chose. Et on a vu autre chose. C'est la mère du garçon qui a accepté de nous le montrer. Il ne l'avait pas. La marine américaine avait oublié de vérifier leur portable. Ce n'était pas la première fois que l'armée se faisait piéger par un portable avec appareil photo. Mais à l'époque, presque personne n'en avait. L'enquêteur ne s'était même pas donné la peine de le regarder. Le garçon avait conservé ça pendant tout ce temps. La première fois que j'ai regardé la vidéo, j'ai eu un frisson dans le dos. Pas parce que j'étais abasourdi de la voir en vie, mais parce que j'imaginais cette créature pendant les instants qui avaient précédé l'explosion sonique. Elle n'avait aucune chance.
les sirènes se déplacent avec les baleines. Elles quittent les eaux chaudes de l'hémisphère sud où, comme les baleines, elles donnent naissance à leurs petits. Elles rejoignent maintenant les aires d'alimentation du nord. Les baleines les protègent des orques ainsi que des requins de haute mer. Les femelles qui attendent des petits profitent de l'aspiration, conservant ainsi leur énergie pour remonter la côte pacifique. Les fonds marins ont été leur dernière cachette. Désormais, même ici, elles ne trouvent plus refuge. Et les baleines ne peuvent pas les protéger contre les nouvelles menaces. Elles nagent quelque part dans le nord-ouest Pacifique. Ce jour-là, les navires de la marine américaine sont là aussi. Ce qui leur est arrivé ensuite figure sur les enregistrements sonores de la NOAA. Si je ne faisais ça que pour le sport, et si ça n'apportait rien à ma vie, je ne le ferais pas. Into the Wild, Alaska, tous les jeudis à 20h45 sur Discovery. Ça, c'est du sérieux. Génial. L'or ne tombe pas du ciel. Voilà de quoi je parle. C'est complètement hors norme. Je veux revoir ce tour. Vous faites un livre en peau humaine. On parle de dizaines de milliers de dollars. Avec la technologie Nissan, prenez les commandes de la ville. Nissan Qashqai 360 avec AVM. Vision 360 degrés. Nissan, Innovations that excite. Toutes les balles sont réelles. Les armes aussi. N'essayez pas ça chez vous. Armes sur mesure, inédit, bientôt sur Discovery. C'est l'un des gisements d'or les plus durs à exploiter. Il y a plein d'histoires de gens qui sont venus ici et ont perdu toute leur fortune ou qui ont perdu la tête. Après avoir creusé jusqu'en enfer, l'un d'entre eux trouve le filon. Alaska, la ruée vers l'or, tous les lundis à 20h45 sur Discovery. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Un truc qu'on connaît bien.
Les Mythbusters reviennent avec de nouveaux mythes. Un peu de bricolage, de la science et beaucoup d'explosions. La recette n'a pas changé. Vous prendrez bien du rab? C'est toujours aussi fun. Je suis prêt à retenter le coup. Voyons si on peut t'avoir. Encore. Dis un truc cool. Mythbusters, mercredi à 20h45 sur Discovery. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est le seul qu'on ait trouvé vivant. Du moins du temps où je faisais partie de la marine américaine. Quand j'ai démissionné, on ne savait même pas s'il en restait. La créature qu'on a ramenée de l'État de Washington est morte en 2007. On l'a maintenue en vie tant qu'on a pu. Je sais que j'ai mal agi. Je le savais déjà à l'époque, et je vis dans la culpabilité. J'espère qu'en apportant mon témoignage, on pourra protéger celles qui sont encore en vie. On savait qu'elles s'échouaient avec les baleines. Ce qu'on a découvert, c'est que les échouages se produisaient le long des voies de migration. Elles ne faisaient pas que s'associer aux baleines, elles migraient avec elles. On voulait entrer en contact avec elles. On a su qu'on était au bon endroit quand on a vu les baleines. Alors, on a lancé l'enregistrement et on a attendu de voir si quelque chose se manifestait. Il y avait quelque chose dans l'eau. Brian était certain d'avoir vu quelque chose. Et j'ai vu quelque chose moi aussi. Nos activités étaient sous surveillance. C'était vraiment Big Brother. Et tout ce qu'on a pu enregistrer ce jour-là nous a été confisqué. Ce n'est pas comme ça qu'on allait faire éclater la vérité. Brian a été le premier à quitter l'agence. Paul et moi avons quitté la NOAA peu de temps après. Je n'ai pas parlé à Brian depuis qu'il est parti. Je crois qu'il pense que le seul moyen de les sauver, c'est de les trouver. Mais je ne suis plus de cet avis. Et je crois que Paul non plus. Toute cette histoire l'a miné et il était prêt à suivre ce cri jusqu'au bout du monde. Il se pourrait bien qu'il les trouve. Je sais qu'il cherche encore. Quant à moi, depuis ce jour, je ne suis plus très sûr de vouloir les chercher. Et je me demande même si c'est une bonne chose.
Je commence à les considérer comme mes semblables. Et la dernière fois qu'on a vécu aux côtés d'autres êtres humains, c'était avec les hommes de Néandertal. On les a fait disparaître. Des scientifiques pensent qu'on les a activement pourchassés et qu'on les a littéralement exterminés. L'histoire se répète. Ce qu'on a fait sur Terre à l'un des nôtres, on le refera dans la mer. Cohabiter n'est pas notre fort. Parfois, la responsabilité doit prendre le pas sur la science. Mon unique but, c'est que la marine américaine arrête ses essais de sonar. Je veux que la justice enquête sur ces activités et ordonne la cessation des essais. Les sirènes se sont perpétuées uniquement parce qu'elles savent se cacher. C'est bien comme ça. J'espère qu'elles resteront cachées. Je n'ai plus envie de les traquer aujourd'hui. Parce que elles ne veulent pas qu'on les trouve. On m'a seulement demandé d'analyser le bassin et les jambes du spécimen. Je n'ai jamais vu le reste du corps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas le résultat d'une étrange maladie des os, ni d'une quelconque difformité. Quelle était cette créature? Je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais d'où elle vient. Pour moi, ses origines ne font aucun doute. D'après les os qu'on a scannés, elle avait indéniablement un ancêtre hominidé. Cette créature et nous avons un ancêtre commun. On appartient à la même lignée. Ce que j'ai vu sur le quai ce jour-là, je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. J'ai passé toute ma vie au bord de la mer. J'ai voué mon existence à l'étude de la mer. Et je n'avais encore jamais vu une telle créature. C'était totalement inconnu de la science. Ces enregistrements repassent sans cesse dans ma tête. Celui de l'État de Washington, puis celui d'Afrique du Sud. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je n'avais jamais rien entendu de tel. La seule créature qui, à ma connaissance, a un langage aussi complexe, c'est l'être humain, c'est nous. Comme je l'ai déjà dit, réaliser une reconstitution, c'est comme assembler un puzzle. Les pièces doivent s'imbriquer pour que l'image qui se forme ait une cohérence biologique. S'il y a ne serait-ce qu'une pièce qui ne s'imbrique pas, la reconstitution est impossible. D'après moi, les moulages qui m'ont été envoyés ont été réalisés à partir d'un spécimen authentique. Ces moulages étaient authentiques. C'était un réel animal. Appelez-le comme vous voulez. Oubliez un instant notre théorie. Oubliez les enregistrements, oubliez les déclarations officielles des autres scientifiques et oubliez nos références culturelles sur les sirènes. Il existe une autre culture qui se souvient d'elle. La nature ne ment pas, alors fiez-vous à elle. Il reste quelques endroits sur Terre où des dauphins sauvages traquent le poisson aux côtés des pêcheurs. Ils aident littéralement les hommes à attraper le poisson. On voit ça au Brésil, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Les pêcheurs vont au bord du rivage et descendent dans l'eau, dans les hauts fonds. Et ils les appellent. Ils font venir des dauphins sauvages depuis la mer. Et les dauphins répondent à l'appel en entraînant des bancs de poissons vers le rivage. À ce moment-là, les pêcheurs emprisonnent les bancs de poissons et les dauphins dans leurs filets. Les dauphins ne paniquent pas, ils restent tout à fait calmes. Ils savent que les pêcheurs les relâcheront avant de refermer le filet.
Ils relâchent les dauphins avant de ramener le filet sur le bord. Et puis, les dauphins, frétillant d'impatience, attendent dans les hauts fonds que les pêcheurs leur donnent leur part. Ils lancent des poissons aux dauphins pour qu'ils les mangent. Ils se partagent la pêche en fait. Les dauphins et les hommes se partagent le butin. Ils partagent le poisson qu'ils ont attrapé ensemble. On a deux animaux de deux milieux différents qui coopèrent. Cette relation est unique au monde et personne ne sait comment ça a commencé, comment cette association est née. Il s'agit de l'un des grands mystères des océans. Comment une telle association a-t-elle pu se développer? Comment les hommes ont-ils pu apprendre aux dauphins à faire ça? On ne leur a pas appris. Ce sont les dauphins qui nous l'ont appris. Et je pense qu'ils l'ont appris de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas la seule culture à avoir gardé en mémoire les sirènes.